Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le bonheur de vous présenter deux personnes d'exception de la région de la capitale nationale. Alors, installez-vous confortablement car vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Bienvenue à cette deuxième saison des héros anonymes. Alors, comme je disais, on reçoit des gens extraordinaires à cette émission et pour la deuxième saison, on a eu une envie folle qui est de vous présenter non pas seulement des organismes extraordinaires comme on le faisait dans la première saison, mais aussi des gens tout autant d'exception qui travaillent bien souvent dans l'ombre. Donc, ce sont eux aussi des héros anonymes et qui méritent, entre vous et moi, un peu plus de lumière. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui Esther Tranche-Montagne. Bonjour. Bonjour, Daniel Lantaigne. Bonjour, Esther Tranche-Montagne. Esther, on va régler la question tout de suite. On est collègues, je te connais, je vais te tutoyer. On fera pas un vouvoiement artificiel. On va garder ça à la bonne franquette entre nous deux. Merci d'être là et d'être prêté au jeu. Et merci de m'inviter, mais surtout de la présentation que tu fais, Daniel. Ça met un peu de pression sur qui on est, mais c'est flatteur. Alors, merci beaucoup de la belle invitation. C'est amplement mérité. On est super content de te recevoir. Esther Tranche-Montagne, dans ton quotidien, tu es première vice-présidente exécutive chez BNP Performance Philanthropique. On pourra en parler un petit peu plus tard. C'est quoi BNP, si tu le veux bien? Mais comme si c'était pas assez, tu as choisi d'occuper ce qui te reste de temps libre pour t'impliquer dans la communauté. Avant de parler de l'implication, j'ai goût de savoir, Esther, qu'est-ce qui, au départ, a été une source d'intérêt à dire, ce temps-là, au lieu d'écouter District 31, puis de lire, puis de faire du tricot, je vais l'utiliser à soutenir des causes qui, évidemment, j'imagine, connectent à quelque part avec toi. Premièrement, assurément, parce que je suis extrêmement mauvaise en tricot. Alors, donc, il fallait vraiment que je fasse autre chose. Femme finie de District 31, mais bon, ça aussi, c'est autre chose. En fait, je pense que c'est une question d'éducation. Je ne cacherai pas le fait que j'ai vu mes parents s'impliquer, ma mère surtout, s'impliquer beaucoup autant dans la famille, pour les amis, dans notre communauté. Alors ça, d'entrée de jeu, là, ça a été pour moi un super bel exemple. Ensuite, c'est sûr que mon cursus scolaire, je suis un pur produit des religieuses de Jésus-Marie, donc j'ai étudié au Collège Jésus-Marie à Sillery, où on nous a appris tout l'aspect de la bienveillance, de l'entraide, du partage. Alors, c'est pas étranger là à ce que j'ai souhaité développer ça plus tard. Puis, c'est sûr qu'en œuvrant dans la philanthropie, on dit toujours qu'on est là parce que on a un amour profond pour l'homme avec un grand H, et parce que aussi on veut changer le monde à notre façon. Alors, la façon la plus significative que j'ai trouvée, c'est d'œuvrer en philanthropie, mais aussi de m'impliquer là, dans ma communauté pour différentes causes. Alors, je pense que c'est un choix de vie, c'est un mindset de vie, puis qui nous fait nous développer, qui nous fait évoluer énormément comme être humain, en aidant, puis en faisant œuvre utile. Alors, voilà, c'est aussi simple que ça. Puis clairement, la graine a été semée tôt, de ce que j'ai compris. Maman d'Esther est peut-être pas loin de tout ça aussi non plus. Vraiment. Certainement. J'ai évidemment pris le temps de lire tes notes biographiques et là-dessus, j'ai repéré, puis là, on fera peut-être une mise à jour s'il y a besoin de mise à jour, mais entre autres, YWCA, oh mon Dieu, mon anglais de Québec est ressorti, YWCA de Québec, Soirée entre l'ombre et la lumière, le Fonds philanthropique Laurent et compagnie, Bénévole d'expertise, Bénévole d'expertise qu'on a d'ailleurs reçu dans la première saison à l'émission. Est-ce que je suis à jour là, en termes d'implication philanthropique, ce qui m'apparaît déjà beaucoup, là? Il manque le conseil d'administration, en fait, de la fondation du 35e bataillon de service des Forces armées canadiennes. Alors, il manquait. Moi, c'est pas jamais 203, c'est jamais 204. Alors, voilà, ça fait ça complète le tableau. Quand même, c'est un tableau bien rempli, disons-le. J'ai goût qu'on commence là, par peut-être les décortiquer un peu. Le Fonds philanthropique Laurent et compagnie, celui qui...
en tout respect des autres, et celui qui pique un peu plus ma curiosité parce que, vite comme ça, Laurent et compagnie, comment je dirais ça, les fondations que le nom de la fondation gâche le punch. Là, il y a encore un punch, je pense, avec cette organisation-là. Donc, j'aimerais ça savoir un peu, ce que c'est, mais aussi comment ton implication prend forme, parce qu'on en reparlera plus tard, mais le bénévolat, c'est pas que trier des denrées dans un organisme de moisson, puis c'est déjà extraordinaire de le faire, mais il y a d'autres façons de s'impliquer. Alors, commençons avec Laurent et compagnie, si tu le veux bien. Alors, le Fonds philanthropique Laurent et compagnie est dédié à amasser des sous pour venir en aide aux familles d'enfants qui sont atteints de maladies rares ou orphelines. Alors, comme les implications, c'est souvent une histoire de cœur, moi, mon histoire de cœur, les gens qui me connaissent bien, elle est très forte dans mon réseau d'amis. Donc, j'ai la chance d'être très, très bien entourée, d'avoir des amis de longue date, dont Vincent Beaulieu, qui est le papa de Laurent. Et quand on a appris que Laurent avait un cancer, en fait, c'est un cancer médulaire de la glande thyroïde qui est très, très rare. C'est sûr que les amis se sont mobilisés, non seulement pour Laurent, pour aider Vincent et Caroline, les parents, mais aussi pour créer une espèce de mouvement de sympathie, mais de se dire que nous, à notre niveau, parce qu'on n'est pas des gens nécessairement qui faisons des salaires astronomiques, on n'est pas des grands donateurs, mais que la force du nombre viendrait faire une différence. Alors, comme Vincent souhaitait donner du sens à quelque chose qui n'en a pas, on s'entend, un enfant qui est malade, ça fait pas de sens. Alors, après une première activité philanthropique qui a été menée, qui était de faire un spectacle, parce que Vincent est aussi agent d'artistes. Alors, ces artistes se sont mobilisés pour faire un spectacle, pour ramasser des fonds pour les enfants malades. L'année suivante, on s'est dit, pourquoi pas en faire notre cueillette de fonds annuelle. Bon, il est arrivé quelque chose qui s'appelait la pandémie. Bien tannant, ça, pour des événements, là, c'est bien tannant, je pense. Alors, ce qui fait qu'on a décidé de changer un peu le modèle. On va y revenir, par contre, l'an prochain, parce que là, on peut se réunir en salle et tout ça. Alors, on a décidé de créer un fonds philanthropique. On ne souhaitait pas nécessairement créer une fondation. Alors, c'est là que la Fondation Québec Philanthrope est venue à notre secours, puis nous a permis de créer un fonds philanthropique, et où on souhaite redonner justement à des familles par l'entremise de différentes organisations comme Laura les Merveilles, les enfants de Pacho, les enfants de Gioia, donc différentes organisations qui viennent en aide à des familles qui soutiennent là ceux qui ont des difficultés financières pour des choses du quotidien, là, comme de faire l'épicerie, mettre de l'essence, avoir un logement intéressant quand l'enfant doit subir différents traitements à l'extérieur et qui leur permettent là, de venir donner un petit souffle, un petit répit là, à ces gens-là qui vivent quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, on est des amis qui sont mobilisés dans ce projet-là. On est plus ou moins assidus, je vous dirais, selon nos occupations professionnelles, mais il y a toujours quelqu'un qui garde le fort. Alors, à tous les mois, on se réunit puis on fait évoluer le fonds philanthropique Laurent et compagnie. C'est extraordinaire. Déjà, la mission est extraordinaire, mais au-delà de la mission, ce que j'aime, moi, c'est l'histoire en arrière. C'est pourquoi ce fonds-là a vu le jour. Là, il y a l'ami, il y a le fils, le Laurent. Et ça, c'est extraordinaire, tout ce que ça a pris forme. Et c'est une organisation, effectivement, qui peut amener beaucoup de bien, sachant que quand un enfant fait face à une maladie, il y a souvent un parent aussi qui prend une petite pause du travail et ça met une pression financière là, qui est pas tant agréable. Donc, de savoir qu'il y a un organisme comme ça et de savoir que ça fait partie clairement, de tes coups de cœur. Alors, j'imagine que c'est toujours par coup de cœur que ça se crée. J'ai le goût d'aller sur un deuxième organisme qui, on ne le cachera pas, je suis un grand fan de Mary-Carmen, donc quand j'ai vu Entre l'ombre et la lumière, ça m'a parlé directement. Le YWCA, que je dis beaucoup mieux que la première fois, qu'est-ce qui t'a amené à jouer un rôle? Est-ce que c'est un rôle plus d'ambassadrice pour cette organisation-là, pour l'événement en tant que tel? Oui. Absolument. Donc, je suis ambassadrice. Je pense que c'est ma 4e ou ma 5e année cette année pour la soirée de l'ombre à la lumière qui a toujours lieu à l'automne, donc en novembre.
bon, fondamentalement, là aussi, ceux qui me connaissent savent que j'ai une foi inébranlable dans la capacité des femmes, de la mobilisation des femmes. Et c'est quelque chose qui, je pense, se traduit bien à la YWCA de Québec. Un groupe de femmes, donc là, on est plusieurs ambassadeurs et ambassadrices parce qu'on a mis parmi nous quelques hommes quand même. Ah, et vous êtes bonne pour ces hommes. Absolument. Donc, on vient, vous connaissez là, la mission des Y, mais le but, c'est vraiment là, d'aider des femmes qui vivent un moment difficile de leur parcours parce que j'ai toujours pensé qu'on n'était pas à l'abri. Hein? Un jour, notre carrière va bien, la vie de famille va bien, on connaît un certain succès, puis là, à un moment donné, soudainement, on a un revers, il arrive une situation qui est inévitable pour certaines, puis on se retrouve en difficulté. Je pense qu'on se doit, comme société, de tendre la main à ces femmes-là, puis de les aider, de les supporter momentanément, puis de leur permettre un second souffle, un nouvel envol. Alors, c'est lors de cette soirée-là qu'il y a des femmes qui passent de l'ombre à la lumière. Oh, mon Dieu, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que ça arrive à faire. Puis merci d'être ambassadrice. Donc, j'imagine, là, si je traduis ambassadrice, il faut vendre des billets pour cet événement-là. Ça doit ressembler un peu à ça. Voilà. Voilà. C'est mieux. Le terme ambassadrice, c'est beaucoup plus beau que vendeur ou vendeuse de billets. Mais c'est ça. Il faut remplir cette salle-là. Ça prend des sous. Je veux dire, ces dons-là vont permettre de faciliter ou en tout cas d'amener un baume sur la vie de ces femmes-là. Alors, tant mieux si cet événement-là le fait. Et honnêtement, Daniel, à chaque soirée, les gens ressortent de là complètement transformés, sous le charme. C'est toujours une soirée où il y a une espèce de magie qui opère. Évidemment, l'émotion est à son comble, mais on assiste à des dévoilements de parcours qui sont exceptionnels. Puis à chaque fois, les gens en ressortent ravis. Alors, si vous n'avez pas vécu l'expérience, là... Mais écoute, Daniel, je t'invite cette année. C'est ça que je me disais. Je vais le mettre à mon agenda à l'automne. Esther, on est déjà rendu à mi-parcours de notre rencontre dans cette émission-là qui est extraordinaire. On va prendre une courte pause, puis cette pause-là, on va utiliser un petit clip là, qui date d'un petit bout de temps de BNP, mais je voulais qu'on en parle, donc ça va mettre la table pour le retour. Merci beaucoup, Esther, d'être avec nous. Imaginez un monde plus engagé, plus responsable, où chaque personne contribue au bien commun. Votre monde. Voilà ce que nous faisons. Nous vous aidons à obtenir plus pour que vous puissiez accomplir plus. Pour que de bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Pour que le monde aille un peu mieux. Nous pratiquons la philanthropie engagée. Nous faisons plus que vous aider à atteindre vos objectifs. Nous renforçons votre capacité d'agir et nous augmentons vos moyens pour rendre votre organisation plus agile et vos équipes plus fortes. Parce que la philanthropie a le pouvoir de changer les gens. Dans quel monde voulons-nous vivre? Pourquoi pas un monde où les enfants peuvent se nourrir, apprendre, rêver et croire en leur avenir? Où chaque personne plus fragile trouve l'aide qu'il faut et où chaque intervenant a les moyens d'accompagner et de soutenir. Où les étudiants ont accès à des bourses d'études pour persévérer et s'accomplir. Où les institutions de santé ont les technologies et les infrastructures qu'il faut pour accueillir et pour guérir. Vous voyez, voilà pourquoi nous nous engageons. Nous nous engageons pour la santé, l'éducation, la recherche, l'art, la culture, la science, l'environnement. Nous nous engageons contre l'itinérance, le racisme, l'abus, la violence, contre l'inaction. Comme vous, avec vous. Comment? Avec un service de recherche qui vous aide à mieux comprendre votre environnement. Avec une vision qui inspire vos équipes et qui oriente vos dirigeants. Avec des stratégies performantes qui augmentent vos revenus. Nous encourageons votre équipe, votre conseil d'administration et vos bénévoles à marcher vers un but commun. Et vos donateurs à investir plus. Nous vous aidons à bâtir votre culture philanthropique pour changer le monde un pas à la fois. Montez à bord. Nous avons la même destination.
Alors, la philanthropie a le pouvoir de changer les gens que j'ai entendus dans ce clip-là et je pense que c'est complètement juste, puis on en a un bel exemple avec toi, Esther, aujourd'hui. Euh, on reviendra sur les autres implications qu'on n'a pas eu le temps de couvrir, mais comme on vient d'entendre un peu, je vais vous dire, l'infopub de BNP, Performance philanthropique, et des fois, c'est important de se rappeler qu'on a un travail qui nous permet, qui nous permet d'être bénévole sur d'autres mandats. Brièvement, c'est quoi BNP? Puis je pose la question, puis j'ai dit tantôt qu'on était collègues, fait que tu comprends bien que c'est pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Oui. C'est pas moi pour faire mes devoirs pour en apprendre plus sur l'organisation dans laquelle je travaille, mais qu'est-ce que c'est que BNP et surtout, qu'est-ce que tu fais, toi, au sein de BNP? Alors, en fait, peut-être pour compléter ce qui a été dit là, dans le petit clip précédent, j'écoute ça, puis c'est avec autant de fierté après toutes ces années où je suis chez BNP qui aura 25 ans d'ailleurs cette année. BNP, Bolduc, Nollet, Primo, donc nos trois fondateurs maintenant à la tête de BNP, Christian Bolduc, qui est là depuis, qui est un des membres fondateurs. En fait, BNP, c'est une équipe multigénérationnelle, c'est une équipe multiculturelle, mais surtout multitalentueuse. Donc, des gens qui ont des parcours atypiques, des gens qui viennent de différents milieux puis qui souhaitent aujourd'hui venir prêter leur expertise, donner d'eux-mêmes à différentes organisations pour changer le monde. Hein. C'est ce que je disais au tout début, mais c'est ça. C'est que nous, plutôt que de changer le monde de façon globale, on essaye de changer une organisation à la fois. Alors, on touche vraiment à tout ce qui touche autant l'opérationnel des organisations que tout ce qui touche le rayonnement des organisations, donc que ce soit sur la gouvernance, sur les stratégies philanthropiques, sur la planification stratégique. Maintenant, on a développé aussi la responsabilité sociale. Donc, on est là vraiment pour répondre aux besoins des organisations, là où elles sont rendues. Parce qu'on travaille avec des organisations de toute taille. Donc, de la très grande fondation jusqu'à l'organisme communautaire du coin de la rue, vraiment, on est là pour leur proposer des humains, d'abord, de travailler avec des humains profondément engagés et convaincus de ce qu'ils font et de la pertinence de ce qu'ils font. Alors, c'est ça, BNP Performance philanthropique. J'haïs pas ça du tout. J'haïs pas ça du tout ce que c'est BNP parce qu'on reçoit des organismes. Parce que j'y travaille, ça serait bien bête de dire le contraire, mais on reçoit des organismes à chaque semaine. On est dans notre 2e saison, puis il y a différentes façons de soutenir les organismes, mais ultimement, le point, à chaque fois que je demande c'est quoi vos défis, vos enjeux, le seul point qui revient de manière unanime, c'est toujours le financement. Et le financement, oui, on peut le faire par des événements, on peut le faire par la sollicitation, par des bénévoles, des cabinets, mais à un moment donné, on manque aussi des fois un peu d'air, on manque d'oxygène et de ce que je comprends, c'est que BNP vient donner un peu d'oxygène, renforce un peu les capacités pour les aider à atteindre leur cible. Alors, c'est un joueur intéressant dans l'écosystème des organismes qu'on reçoit, fait que je trouvais ça intéressant de te laisser faire une infopub. Perspective, voilà. Oui, puis qui vient donner une perspective, Daniel, parce que souvent, comme DG d'organisation ou comme gestionnaire d'organisation, on se trouve un peu tout seul. Vraiment. Alors, d'avoir recours à des services professionnels comme ceux de BNP, ça vient te donner un regard, une perspective différente sur ton organisation, puis comment mieux la faire évoluer. Oui, certainement, certainement. En tout cas, merci à BNP d'exister depuis bientôt 25 ans et de soutenir ces organisations-là. Parlant d'organisation, comme je disais, on a déjà reçu Bénévoles d'expertise la saison précédente, donc je ne veux pas passer rapidement parce que c'est une organisation extraordinaire. Mais là, quand tu as mentionné la fondation du 35e bataillon, puis il doit me manquer des mots parce que je n'ai pas écrit assez vite, un peu. Tu disais que tu étais un produit des sœurs, puis là, tu travailles en philanthropie, puis tu atterris à quelque part dans cette histoire-là sur un conseil d'administration d'une fondation d'un bataillon. Je vous dire, je pense qu'il me manque 2-3 éléments pour mettre mes pièces de puzzle ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est passé de bouche à oreille. En fait, un de nos collègues, Daniel, était très impliqué au sein du 35e bataillon de l'armée canadienne et en fait, c'est la réserve de l'armée canadienne. Et puis, il me dit, Esther, on a besoin d'une administratrice sur le conseil d'administration de la fondation du 35e bataillon.
Puis il me dit bon, ça fait bien, tu es une femme, mais en plus, tu as tout ce qu'il faut pour venir brasser la cage un peu, pour venir secouer les puces de façon polie, gentille, mais d'une organisation qui, des fois, fonctionne avec des réflexes d'avant, avec les moyens d'avant aussi. Alors, c'est là que j'ai décidé de m'impliquer avec la Fondation du 35e et je complète actuellement un processus pour être nommé lieutenant-colonel honoraire, 35e bataillon de service. Alors, ça m'a fait découvrir, parce que dans notre métier, je pense que tu peux le dire, toi aussi, Daniel, on apprend à tous les jours, on découvre des organisations extraordinaires. Puis moi, c'est ce que je fais avec le 35e bataillon de service, c'est que j'apprends à connaître des gens qui font des choses à tous les jours absolument fantastiques, qui viennent en aide à des populations. Comme on dit, c'est pas juste une histoire de fusil puis de bombardement, là. C'est pas juste une histoire de guerre, mais c'est aussi d'aide humanitaire, d'aide concrète chez nous, mais aussi ailleurs. Des gens qui sont extrêmement bien structurés, qui font beaucoup avec pas tant, contrairement à tout ce qu'on peut croire. Et si je suis impliquée là, c'est aussi parce qu'il y a un grand nombre de femmes qui sont impliquées dans ce bataillon-là et de femmes immigrantes. Alors, ça m'a vraiment interpellée. Alors, c'est là où j'ai choisi de joindre la fondation du 35e bataillon de service. Très, très bonne raison. Et j'ai déjà hâte de pouvoir t'appeler lieutenant-colonel honoraire lorsque ça sera finalisé. Sache-le. Sois prévenu. Considère-toi averti. Oui. C'est quand même 4 bonnes implications. C'est sûr que c'est à différents niveaux. Des fois, il y a des moments plus intenses dans l'année, surtout lorsque c'est un événement, c'est plus concentré. Il y a des gens qui se demandent toujours un peu, c'est quoi la bonne limite d'implication, jusqu'à quel point on peut maintenir un équilibre avec sa vie professionnelle, sa vie personnelle, à quel point si on en prend plus, c'est super parce qu'on soutient plus de causes, mais peut-être qu'on va finir par diluer son implication. Mon hypothèse, c'est qu'à 4, l'assiette doit vraiment être pleine, là. Quand même. Oui. Et adolescente, je me souviens, j'avais des amis qui me disaient « Esther, tes implications nuisent à l'école, lâche l'école. » Je vous dirais pas si vos implications nuisent à votre travail, lâchez votre travail. Non, absolument pas. Je pense qu'il faut trouver un équilibre. C'est sûr que dans mon cas, peut-être que le fait de m'être impliquée dans ma famille, peut-être un peu sur le tard, m'a permis, jeune, de m'impliquer beaucoup. Comme je dis, il y en a qui choisissent d'aller au gym, il y en a qui choisissent d'avoir d'autres passions, d'autres occupations. Moi, c'est là où je me réalise. Alors, donc, je fais un peu moins de gym, puis je fais un peu plus de bénévolat. Et à chacun de notre façon, hein. Puis je pense qu'il y a aussi un temps dans la vie où on peut se permettre de le faire. Il y a un temps où c'est bon. Tu sais, on ne se cachera pas non plus qu'il y a un temps où c'est bon pour notre carrière aussi, d'être impliqué, d'être vu, puis de choisir stratégiquement nos implications. Puis il y a un temps aussi où on peut donner plus parce que financièrement, on est plus à l'aise, puis on peut davantage s'impliquer. Puis dans mon cas, comme je te disais, c'est un mode de vie. C'est un choix que j'ai fait. J'ai choisi d'en faire ma carrière aussi. Alors, je pense que c'est une question de choix. Mais il faut s'assurer d'être bien dans ça et d'être honnête envers soi-même puis envers les organisations dans lesquelles on s'implique. Parce qu'il n'y a rien de pire que des bénévoles qui viennent siéger sur un CA ou qui viennent s'impliquer, mais qui, au final, ne font jamais rien parce qu'ils n'ont jamais le temps et tout ça, ça les aide pas eux, puis ça aide pas l'organisation. Alors, je pense qu'il faut avoir la franchise, la transparence de dire, écoutez, là, je peux m'impliquer, là, j'ai le temps de le faire, ou présentement, c'est plus difficile, je peux pas le faire, je fais une pause, je reviendrai, ou je choisirai d'autres implications. Mais il faut être honnête avec soi-même puis avec les gens avec qui on s'implique. Ah ben oui, ça part de là, puis ça nous ramène
à la belle métaphore du masque dans l'avion. Vous savez, dans l'avion, s'il y a une dépressurisation de la cabine, j'essaie de faire mon terme savant, là, mais puis on dit toujours dans la vidéo que si on veut aider quelqu'un, il faut d'abord mettre son masque, parce que si on finit par manquer d'oxygène, on ne sera plus utile à personne, là, dans le fond. Donc, il faut savoir s'écouter, il faut savoir quand arrêter, quand prendre un pas de recul ou quand... c'est ça, des fois, quand saisir une autre opportunité, si ça se présente pour différentes raisons, puis elles sont généralement toutes bonnes. Le bénévolat au Québec a eu, comme les événements, a eu un petit moment tough à passer. Les bénévoles, souvent étant des gens beaucoup plus âgés que toi, qui des fois sont à la retraite, ont de la disponibilité, peuvent le faire. Ce sont des gens qui étaient évidemment un petit peu plus sensibles face aux effets secondaires de la COVID. Est-ce que, selon ton œil, ta boule de cristal, mais surtout, est-ce que tu en es aux premières loges dans différentes organisations? Comment se porte le bénévolat au Québec, selon toi? Bien, je pense que c'est là où ça se transforme. En fait, les implications changent. Et tout à l'heure, tu disais, Daniel, c'est pas juste d'aller couper des carottes puis servir de la soupe, mais c'est aussi je pense que les gens sont de plus en plus ouverts au bénévolat, entre autres au bénévolat d'expertise, au bénévolat de ce qui nous touche, nous. Moi, si j'ai des connaissances dans tel ou tel secteur d'activité, ben je veux bien prêter ces connaissances-là. Ça, je pense qu'il y a une belle évolution de ce côté-là. Il y a de plus en plus, je remarque qu'il y a de plus en plus de jeunes professionnels qui veulent s'impliquer. Donc, qui veulent faire du bénévolat. Et ça, je l'expliquerai par le fait que les plus jeunes souhaitent voir un impact direct et immédiat de ce qu'ils font, de leur implication, des différents gestes et actions qu'ils posent. Alors, parce que oui, on est porté à penser, on va demander à nos retraités, mais nos retraités, là, ils sont drôlement occupés. Oui, souvent plus, des fois même. Ils ont des agendas pas mal chargés. Alors, puis on dit tout le temps à demander à quelqu'un qui est occupé, c'est sûr que ça va se faire, il va trouver du temps et tout ça. Alors, je pense que le bénévolat est en constante évolution, en constant changement, mais il y a une chose qui change, c'est que les organisations expriment mieux leurs attentes et surtout expriment mieux leurs besoins réels. Et ça, c'était un problème. Puis là, on voit une évolution de ce côté-là. Ça conclut super bien. Ces bénévoles-là. Ces paroles-là concluent super bien. Merci beaucoup pour cet aperçu-là aussi sur le monde du bénévolat. Merci Esther, des gens investis comme toi, engagés, bienveillants, inspirants comme toi. Je nous en souhaite plein pour le bien de notre société. Clairement, en bonne compagnie, le temps passé très, très vite. Je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu. Pas toujours facile d'avoir la lumière sur soi, mais c'était un grand plaisir. Je te souhaite évidemment bon succès pour la suite et merci de t'impliquer autant. Et à vous à l'écoute, j'espère que Esther aura su vous inspirer, piquer votre curiosité, qui sait, et vous pourrez peut-être voir comment vous pourrez vous impliquer de façon citoyenne. Restez à l'écoute. On se retrouve dans quelques minutes avec un autre héros anonyme. Vous écoutez les héros anonymes avec Daniel Lanteigne. Alors, de retour à l'émission Les Héros Anonymes sur les ondes de Canal M. Et pour cette deuxième partie de l'émission, on reste toujours dans la région de la Capitale-Nationale, mais j'ai le grand bonheur de mettre de l'avant un organisme qui favorise la persévérance et la réussite scolaire des élèves. Et pour mettre la table, je nous propose, avant de commencer cette entrevue-là, d'écouter un petit clip qui va nous en dire un peu plus sur cet organisme-là qui s'appelle « Diplôme avant la médaille ». Béatrice Turcotte-Ouellette, fondatrice et directrice générale de l'organisme Le Diplôme avant la médaille, jeune personnalité d'affaires dans la catégorie sociale et communautaire. Le Diplôme avant la médaille, c'est un organisme communautaire que j'ai fondé en 2012 puis qui permet aux jeunes à risque de décrochage de se motiver puis se mobiliser à l'école grâce au sport qu'ils aiment. Donc, on les encadre avec des entraîneurs sportifs puis des tuteurs bénévoles pour les amener à se mobiliser puis faire des efforts à l'école. Mon rôle avec DAM, c'est vraiment d'être la directrice générale depuis 2016. Donc, c'est une initiative personnelle qui est devenue un organisme que j'ai fondé en organisme par la suite. Donc, j'amène vraiment les employés à avoir la même vision que moi, de laisser aucun jeune derrière, de travailler au niveau stratégique, du développement aussi, parce qu'on veut se développer dans d'autres écoles, au niveau du financement aussi, pour assurer la pérennité de l'organisme, de représentation. Donc vraiment, un peu divers chapeaux qui fait que mon travail n'est jamais ennuyant.
Moi, DAM, c'est une initiative que j'ai partie seule, puis je suis devenue directrice par la suite. Donc, j'ai toujours eu un petit syndrome de l'imposteur qui fait en sorte que des fois, j'ose pas foncer. Puis je pense que c'est important de foncer dans la vie, aller vers ce qu'on veut. Des fois, il va y avoir une porte qui va se fermer, puis il y en a 10 autres qui vont s'ouvrir. Donc, je pense de jamais avoir le petit « Ah, peut-être que je serais mieux pas », non, de foncer puis de s'assumer dans ce qu'on fait. La caractéristique la plus importante pour moi d'une jeune personnalité d'affaires, c'est la détermination. Je pense qu'un entrepreneur a toujours des hauts et des bas, puis les bas sont nécessaires pour célébrer les hauts. Donc, c'est important d'être déterminé, puis ça me définit en tant qu'entrepreneur, ça me définit en tant que personne. Puis je pense que ça montre l'exemple aussi aux gens autour de nous quand on est déterminé. Être nommée jeune personnalité d'affaires, pour moi, c'est une belle reconnaissance. On fait jamais ça pour ça, mais c'est une belle tape sur les épaules pour dire continue, ce que tu fais, c'est apprécié, c'est utile dans notre société. D'être reconnu en tant qu'organisme communautaire aussi dans le monde communautaire par la jeune chambre de commerce, bien, le monde des affaires, ça allie bien les deux. Puis ça montre que ce que je fais, bien, c'est ça, ça a une plus-value, puis que c'est bien reconnu par le milieu. Moi, ma définition du succès, c'est vraiment par le nombre de vies qu'on impacte, puis qu'est-ce qu'on fait comme différence dans la vie des autres. J'ai toujours voulu faire une différence dans la vie de quelqu'un. Puis maintenant, au jour le jour, je suis capable de faire une différence dans la vie de plein de jeunes grâce à plein de gens qui s'impliquent avec moi. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis, je pense que c'est ce qui me rend le plus fière. Puis, je pense que c'est comme ça que je veux voir le succès de DAM et mon succès. Ouais. Alors, Béatrice Turcotte-Ouellette, est-ce qu'il reste quelque chose à dire après ce clip-là? Oui, je m'attendais pas à ce que ça passe. Je trouvais que ça mettait bien la table. Ben oui, c'est ça. Je trouvais que ça mettait bien la table, mais on va trouver quelque chose pour les prochaines minutes. Là. Je suis convaincu qu'on n'a pas tout creusé avec ça. Alors, Béatrice Turcotte-Ouellette, comme on l'a entendu, directrice générale de Diplôme avant la médaille, qu'on va appeler DAM peut-être parfois, et depuis 2016, mais qui a été fondée quelques années plus tôt, là, vers 2012, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Exactement, vous avez bonnes informations. Je suis bien renseigné, j'ai une bonne recherchiste. Oui, c'est ça. Diplôme avant la médaille, ça part d'où l'idée? Parce que surtout, en plus, que je parle avec la fondatrice, fait que là, je suis pas mal convaincu d'avoir la bonne source de l'idée, mais ça part d'où, ce concept-là? Oui, il y avait un besoin, en fait, j'imagine. Oui, exactement. Moi, j'étais entraîneur à l'école secondaire Vanier. En 2011, c'est une école en Basse-Ville de Québec où il y avait un gros taux de décrochage scolaire de 60% à ce moment-là. Oh. Puis, l'année suivant mon arrivée, j'ai voulu ouvrir le gymnase à tous les jeunes pour voir combien d'équipes de basketball qu'on pouvait faire. Je voulais faire mousser un peu ce sport-là. C'est une très petite école de 350 jeunes. Donc, il y a une quarantaine de jeunes qui se sont présentés au gymnase. On a fait l'entraînement. Puis, à la fin, je leur ai demandé de se placer selon secondaire qu'ils étaient pour voir les âges, les niveaux qu'on pouvait faire. Puis il y a un jeune, il est venu me voir puis il m'a demandé est-ce qu'on se place selon le secondaire qu'on est ou celui qu'on serait supposé être. Oh. Puis ça m'a un peu questionné. Par curiosité, je leur ai demandé de se placer selon les deux façons. Puis la moitié des jeunes ont bougé d'emplacement entre les deux. Donc la moitié des jeunes avaient déjà redoublé au moins une année scolaire qui faisait qu'ils n'étaient pas dans la bonne catégorie d'âge en fonction de leur niveau scolaire. Puis ça m'a questionné vraiment beaucoup. Moi, j'étais une jeune fille à ce moment-là de 18 ans qui avait de la facilité à l'école. J'étais au cégep, je m'en allais vers l'université. Je savais pas exactement ce que je voulais faire dans la vie, mais je savais que toutes les portes étaient ouvertes parce que j'avais de la facilité à l'école. Puis je trouvais que c'était injuste qu'il y ait des jeunes qui avaient peut-être moins cette facilité-là. Puis je me suis inspirée, ça a cogité dans mon esprit, je me suis inspirée du film Coach Carter, qui est c'est un entraîneur aux États-Unis qui a mis de l'avant la réussite scolaire avant le sport. Il était un petit peu plus drastique que moi, mais je m'en suis inspirée un peu, puis je me suis dit, lui, c'est un simple citoyen qui a fait quelque chose, donc moi aussi, je suis capable de faire une petite différence là, dans mon milieu, puis ensuite, ça grossit petit à petit. Ben oui, clairement, ça répond à un besoin. Puis bon, certainement que ça a grossi puis que ça perdure depuis toutes ces années-là. Donc, diplôme avant la médaille, si je comprends bien, ça agit sur deux fronts. Il y a des entraîneurs, mais qui sont pas là juste pour faire de l'entraînement. Il y a des tuteurs bénévoles qui sont là vraiment plus pour se spécialiser, j'imagine, dans les travaux. C'est quoi l'approche exactement de votre organisme? Oui, exactement. Nous, à la base, notre principe de base, c'est vraiment de valoriser l'effort puis le processus. Donc, le jeune, quand il a des échecs, il doit aller chercher des aides aux devoirs
pour avoir accès à son temps de jeu lors de ses matchs sportifs. Donc, que ce soit on est en basketball, en soccer, en volleyball, en hockey et même bientôt en football. Donc, c'est vraiment le sport qui vient le mobiliser à l'école puis à faire des efforts à l'école. Quand le jeune fait ces efforts-là, donc va chercher des aides aux devoirs en fonction de ses échecs, il a accès à son temps de jeu. Donc, on vient vraiment valoriser le processus et à force de faire des efforts, il s'améliore, il devient fier de lui, puis il y a une roue positive là, qui tourne à ce moment-là. Le jeune, il est encadré, il n'est pas laissé à lui-même dans ce processus-là, donc il est encadré par des adultes significatifs, dont les entraîneurs, qui faisaient jusqu'à maintenant les suivis scolaires avec les jeunes. À partir de l'année prochaine, ça va être nos propres employés qui vont faire les suivis scolaires avec les jeunes parce qu'ils sont dans les écoles maintenant 35 heures semaine. Donc, ils créent vraiment des liens très, très forts avec les jeunes, mais aussi avec l'équipe école puis avec les parents. Puis les entraîneurs, eux, vont être les personnes ressources sur le terrain. S'il y a des choses qui sont confiées, ils vont pouvoir remonter ça avec le coordonnateur qui, lui, va pouvoir faire vraiment des interventions plus poussées au niveau de l'intervention, du psychosocial, etc. Donc, le jeune, il y a à la fois un coordonnateur qui est lié à lui, il y a son entraîneur sportif et s'il a besoin, il peut faire une demande de tuteur bénévole. Donc, nous, depuis nos débuts, on a recruté 700 personnes qui sont venues faire de l'aide aux devoirs individuels avec les jeunes. Donc, si le jeune a de la difficulté en mathématiques, il était jumelé avec quelqu'un qui était en mesure de l'aider en mathématiques et il se rencontrait une fois semaine. Donc, le jeune n'est pas laissé à lui-même dans son processus, il est vraiment accompagné par des adultes éducatifs qui croient en sa réussite, c'est ce qui fait la différence beaucoup. Là. Ben oui, certainement. Donc, mais 700 bénévoles, c'est pas rien. Ouais. c'est de la gestion de bénévoles aussi, d'horaires, de coordination, ça doit être tout un travail. Et puis là, vous parlez, à partir de l'année prochaine, il va y avoir des gens qui vont, finalement, de vos employés qui sont déjà là, qui vont pouvoir intervenir. Ça représente quoi maintenant la taille de l'organisme en 2023? Oui, pour l'année prochaine, on va être 18 employés, donc 17 personnes à temps plein. On est rendu partenaire, ça grossit quand même assez vite, on est rendu partenaire avec 5 écoles. Donc l'année prochaine, on soutient plus de 850 jeunes. Donc, on a des employés qui sont directement dans les écoles avec les jeunes, justement. Un coordonnateur a environ 100 jeunes sous sa charge. Puis, justement, le recrutement d'autant de tuteurs bénévoles, l'année prochaine, il faut en recruter 300. Donc, de recruter 300 personnes, de les jumeler adéquatement avec les jeunes, ensuite d'assurer leur suivi, leur rétention. Même chose, on recrute des entraîneurs pour les proposer à nos écoles partenaires. On les forme, on les encadre. Tout ça, c'est beaucoup de gestion. Donc, il y a quand même une équipe de gestion derrière ça aussi. En dehors des écoles là, qui vient faire tout ça. Bien, oui, j'en doute pas, c'est du travail, c'est de la coordination, mais c'est comme on entendait dans le clip, ce sont toutes des vies, des trajectoires de vie qui vont probablement aussi changer suite à ce grand filet social-là. Puis aussi, peut-être des fois, je vais vous dire, ce recadrage-là, des fois, du sport, il prend quelle place dans la vie? Alors, j'aime bien votre aspect de dire, finalement, le sport, c'est la récompense quand les travaux sont faits et ça empêche que le sport prenne toute la place et que, justement, les études en paie le prix. Fait que le nom de votre organisme fait énormément de sens. Énormément de sens. Puis j'ai trouvé sur votre site, là, je pense, les données, je ne sais pas si sont à jour, c'était 95% des élèves qui ont été soutenus par diplôme avant la médaille, obtiennent leur diplôme d'études secondaires ou poursuivent leur étude en vue de l'obtenir. Force est d'admettre que votre approche fonctionne. Oui, effectivement. On pourrait avoir ce constat-là. Hein? Oui, c'est ça. Ça fait une belle différence. Au final, c'est les jeunes qui sont capables. Ils sont déjà capables à la base, mais des fois, ils ont besoin des gens pour leur rappeler. Puis, ils vont avoir leurs parents, ils vont avoir les enseignants, mais des fois, ça fait du bien aussi d'avoir quelqu'un d'externe à tout ce réseau-là qui peut venir enseigner, entre autres, l'entraîneur qui vient enseigner la passion du jeune. Bien, c'est sûr que cette personne-là a énormément de pouvoir d'influence sur le jeune. Donc, quand cette personne-là croit dans la capacité du jeune à réussir, lui aussi, il apprend à croire en lui. Puis tout ce qui réussit au sport, il voit que cet entraîneur-là, il pense aussi que c'est important des études, donc il est capable de faire des parallèles aussi entre sa passion, oui, mais le plan B, là, si je peux dire, qui est les études pour vraiment obtenir un emploi adéquat plus tard, puis qui va le passionner, en fait, c'est d'essayer qu'il y ait le moins possible de difficulté à aller chercher qu'est-ce qu'il veut faire plus tard comme métier. Que ce soit un DEP, une technique, un baccalauréat, un doctorat, qui puisse avoir les options. Mais oui, certainement. Puis j'imagine que le fait de travailler aussi sur le redoublage scolaire doit contribuer à la motivation, parce qu'un jeune qui redouble, à un moment donné, doit se demander s'il va redoubler l'ensemble de son secondaire, puis s'il va finir par y arriver.
je pense que 8 élèves sur 10 là, qui redoublaient déjà avant leur participation avec diplôme avant la médaille, bien, réussissent leur année scolaire sans devoir redoubler de nouveau. Fait que c'est comme si vous veniez casser le cycle aussi dans lequel là, les jeunes peuvent sentir qu'ils sont un peu pris parce qu'ils se demandent s'ils vont devoir refaire là, chacune de leurs années. Là. Exact, puis on est même rendu à 92 donc on s'est amélioré même, mais oui, effectivement, tu sais, dans les risques de décrochage, on a l'indice de défavorisation de la famille, mais on a le redoublement beaucoup aussi, c'est démotivant pour un jeune de redoubler, puis que ça soit difficile, puis l'année qu'il a redoublé, ben c'est pas nécessairement plus facile l'année suivante, puis à un moment donné, il est avec des plus jeunes alors qu'il est plus vieux, puis il y a aussi de l'immigration, on a beaucoup de jeunes, la moitié de nos jeunes sont issus de l'immigration, il y en a beaucoup qui sont allophones, donc qui ne parlent pas français quand ils arrivent ici. C'est sûr que ça aussi, c'est plus compliqué là, comme parcours scolaire, puis plus un parcours est compliqué, plus ça peut être démobilisant. Donc, c'est de venir aider, puis avec des tuteurs bénévoles, justement, qui viennent aider ces jeunes-là à apprendre le français, à converser en français, à comprendre un petit peu la culture québécoise aussi, bien, ça fait une différence dans leur cheminement puis dans leur inclusion à la société. Là. C'est extraordinaire ce que vous faites. Écoutez, on va prendre une courte pause. On va écouter un autre clip. Là. Il va être plus court. Là. C'est pas vous qui parlez pendant 2 minutes 30, je vous rassure. On va y aller avec un autre clip et on va poursuivre cette discussion-là là, qui est fort intéressante. Et on est avec Béatrice Turcotte-Ouellette, qui est directrice générale et fondatrice de Diplôme avant la médaille. Le but, c'est toujours de garder une approche le plus personnalisée possible auprès du jeune, qu'on a quand même 9 jeunes sur 10 qui obtiennent leur diplôme d'études secondaires ou qui poursuivent leurs études en vue de l'obtenir. On a une belle équipe autour des jeunes, on a des gens passionnés qui croient vraiment en leur potentiel, puis je pense que les jeunes le ressentent, ça. Ils voient qu'on est toujours là pour les appuyer, ils voient que ça donne des résultats, puis quand ils ont des résultats, ben ils sont fiers d'eux. Bon, je pense que j'ai menti, c'était vous qu'on entendait aussi dans ce deuxième clip-là. Ben, mais c'est fun que vous rameniez ça. Ben oui, je me suis promené là, sur votre page Facebook. Oui, D'ailleurs, j'invite les gens là, qui veulent en savoir plus, puis on donnera toutes les coordonnées à la fin, mais votre page Facebook est un bon moyen de se tenir au courant. Vous avez juste à taper le diplôme avant la médaille, vous allez trouver assez facilement. Oui, parfait. Vous m'aviez parlé de 5 écoles tantôt. 5 écoles, j'imagine que vous les identifiez avec l'indice de défavorisation? Oui, entre autres, indice de défavorisation, diplomation, etc. On a 4 écoles dans la région de Québec. Puis, nouvellement, là, l'année prochaine, on se développe dans une nouvelle région administrative, donc Chaudière-Appalaches, plus précisément à Lévis. Donc, on est bien content de pouvoir se développer graduellement, mais assez rapidement aussi, oui. Oui, non, c'est un beau déploiement. Ça permet de rejoindre le plus de jeunes possible. Puis, bon, évidemment, on sait bien qu'un jeune qui a un diplôme, ben, c'est un citoyen qui contribuera évidemment davantage à la société, à la hauteur de ses aspirations, comme vous dites. Ça peut être un DEP, ça peut être un DEP, ça peut être un baccalauréat, ça peut être différents niveaux, mais tant que le jeune peut se rendre jusqu'à son objectif, ben je pense que c'est partie réussie là, à ce moment-là. Vous avez parlé de votre organisation, ça a grandi. Il y a beaucoup de bénévoles à aller chercher encore pour la prochaine année scolaire. Comment vous y arrivez? Parce que je considère que c'est quand même pas petit comme organisation. Ça demande beaucoup de jus de bras, beaucoup de coordination. C'est quoi votre recette miracle pour que tout ça fonctionne puis que tout ça arrive, que tout le monde arrive à la fin de l'année en même temps? Ben, je pense qu'on a une équipe qui est vraiment passionnée. C'est une mission qui nous tient à cœur à tous. Les gens qui viennent travailler chez DAM, les gens qui viennent comme bénévoles sur le conseil d'administration, dans les comités, comme tuteurs bénévoles, les entraîneurs, etc. C'est tous des gens qui croient que le jeune est capable de réussir. Donc, c'est sûr que ça fait que ça nous tient ensemble. Fait que même quand il y a des moments plus difficiles, il y a toujours des up and down dans une année, ben, on se rapporte à la mission, à qu'est-ce que ça fait comme différence. Tu sais, nous, on a déjà eu une jeune qui a été 3 ans avec la même tutrice bénévole. Puis quand elle a gradué en secondaire 5, ben elle a invité sa tutrice à son bal définissant. Fait que c'est sûr que ça, c'est des histoires qui restent dans les esprits puis qui disent OK, oui, ça fait vraiment une différence. Fait qu'on les a, puis c'est des visages au final, tu sais, c'est pas des numéros, ces jeunes-là, même s'il y en a eu 1200 depuis 2012, ils ont tous un visage, ils ont tous une histoire, puis on les connaît tous. Donc, ça fait vraiment, je pense, c'est là-dessus qu'on se focus le plus. On est très sur l'humain pour ramener la motivation. Puis, je pense que c'est ça qui fait la force de l'organisme parce que les jeunes sont bien entourés aussi. Oui, certainement que ça contribue grandement. Pour ces jeunes-là, si on se met dans le concret, dans le pratico-pratique, comment ils finissent par bénéficier un jour de diplôme avant la médaille? Est-ce que c'est l'école qui s'identifie, vos gens sur le terrain? De quelle façon, finalement, les portes s'ouvrent là, pour ce jeune-là?
Ben, en fait, nous, on a vraiment des ententes de partenariat directement avec les écoles. Fait qu'il y a des écoles qui nous approchent, puis nous, on approche aussi des écoles qu'on considère intéressantes pour notre développement, comme à Lévis, justement, on voulait se développer dans cette nouvelle région-là, donc on a commencé à faire des approches avec des écoles dans cette région-là. Puis c'est ça. Donc nous, une fois que les écoles nous approchent, on évalue vraiment en fonction de l'indice de défavorisation, l'indice de diplomation, la structure sportive aussi. S'il y a juste 2 équipes dans une école, ben on peut pas avoir un grand impact, alors que la nouvelle école Pointe-Lévis avec laquelle on est, il y a 32 équipes qu'on peut aller soutenir, fait que c'est le potentiel de soutenir plus de 300 jeunes. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Donc, c'est ça qu'on regarde beaucoup. C'est souvent soit des directions d'école, mais même des enseignants, des parents, etc. Les gens se parlent puis essaient de voir comment DAM pourrait arriver dans cette école-là. Puis nous, ben c'est notre beau défi des prochaines années. On a une grosse demande, donc c'est de vraiment optimiser le plus possible la structure, les services pour qu'on garde la même qualité de service, mais qu'on puisse se déployer plus rapidement. Oui, bien, en tout cas, je ne suis pas inquiet. Vous avez l'air d'avoir une vision assez claire et avoir il y a de l'opportunité, clairement, dans les écoles. Donc, je ne suis pas inquiet pour la suite des choses. Je me pose la question parce que vous êtes quand même une bonne structure, vous avez une bonne croissance dans les 10 dernières années. Comment tout ça se finance? Parce qu'il y a quand même des gens là, qui sont rémunérés, c'est pas que bénévole. Comment vous arrivez financièrement à boucler tout ça dans l'offre de service, là? Oui, dans le fond, les écoles, ils paient un certain montant. C'est sûr que c'est minime sur notre budget total, mais les écoles quand même s'engagent financièrement. Ensuite de ça, on a le gouvernement, donc on est quand même subventionné par le ministère de l'Éducation, puis de l'immigration aussi. Comme je vous disais, on a plus d'un jeune sur 2 qui est issu d'immigration. Donc ça, c'est tout nouveau. On est subventionné par les villes, donc Ville de Québec, entre autres, par des grosses fondations comme Centraide qui nous appuient. Puis Centraide donne une crédibilité aussi, si je peux dire. On sait que le processus est rigoureux, donc ça donne une crédibilité aux yeux des autres bailleurs de fonds. On est subventionné par des bailleurs de fonds de longue date aussi, qu'on est avec depuis plusieurs années, comme Industrielle Alliance, Beneva, Desjardins, Banque Scotia, Banque TD, etc. Puis c'est beaucoup le privé, du démarchage privé. Puis du démarchage au niveau des gouvernements. Puis on est chanceux quand même d'avoir des partenaires, de longue date là, qui nous appuient puis qui nous font confiance. Vraiment, vraiment, parce qu'on sait que des fois, c'est le grand enjeu des organisations, c'est de travailler sur le financement qui n'est pas toujours récurrent ou qui n'est pas toujours acquis. Donc, ça doit quand même occuper une partie de votre temps. Mais tant mieux que vous ayez des partenaires financiers qui croient en votre projet et qui continuent de vous appuyer parce que, bien certainement, le besoin est là, mais je vais vous dire, l'impact aussi, clairement, il est là. Les chiffres le disent directement. Les gens qui nous écoutent, qui sont tombés en amour avec vous, soit pendant qu'on se parle ou des clips qu'on a fait jouer, ou avec l'organisme directement, diplôme avant la médaille, qui souhaitent vous donner un coup de main. De quelle façon ils peuvent justement vous soutenir? Oui, en fait, il y a plusieurs façons. Premièrement, c'est sûr que la personne qui ça lui tente de venir aider un jeune concrètement, que ce soit à l'école ou en ligne, parce qu'on a du tutorat en ligne aussi, elle peut s'inscrire sur notre site Internet. On va être dans notre recrutement là, pour la prochaine année, justement, à partir du mois d'août. Le site est ouvert tout le temps, donc il peut s'inscrire déjà maintenant. La personne donne ses disponibilités, donne les écoles dans lesquelles il voudrait aller ou être en ligne, donne les matières qui sont à l'aise d'aider. Puis, c'est comme ça qu'on crée un jumelage adéquat. Donc, c'est sûr que nous, en recherchant 300 personnes, on aime toujours que les gens puissent s'impliquer. C'est vraiment une belle façon de s'impliquer d'octobre à avril, parfois jusqu'en juin, pour vraiment créer un lien significatif avec un jeune puis avoir un impact concret. Puis d'un autre côté, c'est sûr que le financement va bien depuis les dernières années, mais ça reste un enjeu de tous les jours et de toutes les années. Donc, pour notre développement, pour qu'on puisse poursuivre sur cette belle lancée-là, on est passé j'étais seule en 2018, puis on est rendu 18, c'est 5 ans plus tard. Donc, c'est sûr qu'on grossit très vite parce qu'il y a une demande. Pour y arriver, c'est d'avoir un effet d'engouement aussi. Donc, oui, nous, on approche les grandes entreprises, mais les gens qui trippent sur le diplôme avant la médaille, ils peuvent en parler à leurs employeurs, ils peuvent en parler à leurs amis qui ont une PME ou peu importe. Donc, c'est vraiment de créer cet effet d'engouement-là, puis d'aller faire des dons individuels sur notre site Internet aussi, c'est toujours très apprécié. Donc, je dirais que c'est les façons un peu que les gens peuvent s'impliquer, ou encore une fois, si la personne est intéressée par le sport, elle peut aussi donner son nom dans notre banque de candidature pour les entraîneurs pour qu'on puisse référer aux écoles. Donc, il y a diverses façons de s'impliquer avec nous. Vraiment, vraiment, les portes sont ouvertes. Ça représente quoi, disons en moyenne, pour quelqu'un qui souhaite s'impliquer, faire du tutorat? Évidemment, dans le meilleur des mondes, cette personne-là va suivre le même jumelage pendant l'année scolaire. Ça représente quoi en termes d'heures?
C'est 1 heure par semaine. Donc, c'est un tutorat qui, la personne généralement se présente à l'école, fait son 1 heure avec le jeune, puis se dit au revoir et se revoit la semaine suivante. Donc, généralement, c'est 1 heure par semaine de la fin octobre à la fin avril comme implication généralement minimale qu'on demande. Oh, ben 1 heure par semaine, ça rentre bien dans un horaire. Oui, c'est ça. Je pense que oui, c'est ça. Je pense que c'est viable. C'est intéressant parce que c'est sur le long terme, donc c'est pas juste une intervention, on Exact. quitte. Et donc, ça permet de tisser des liens puis de mieux comprendre aussi. Il n'y a pas un enfant qui apprend de la même façon. Il n'y a pas un enfant qui a un jeune qui a le goût aussi d'avoir les mêmes styles pédagogiques. Donc, ça crée ce lien-là. Ça permet certainement d'avoir des mariages qui sont plus intéressants sur le long terme, là. Exactement. Puis souvent, les gens, en fait, on leur offre une formation. Donc, même si la personne se dit, c'est loin de moi, le secondaire ou peu importe, il y a toujours des outils puis des gens qui les accompagnent là-dedans. Donc, c'est vraiment, en fait, de créer le lien avec le jeune puis d'essayer de voir c'est quoi ses faiblesses, c'est quoi ses forces puis de travailler en fonction de ça aussi. Ah, c'est excellent parce que moi, demain matin, je ferai du tutorat en français. Je pense qu'il y a eu trois refontes puis 3 nouvelles orthographes de la langue française depuis que j'ai quitté les bancs d'école. Donc, probablement que ça me prendrait un petit, j'ai juste le terme refresh, là, mais un petit rafraîchissement, disons, sur les notions. Vous faites un travail extraordinaire, fait que les gens peuvent s'impliquer comme ça. Vous avez parlé qu'il y avait aussi une banque d'entraîneurs. Vous, ça a commencé avec le basketball, hein, si je me souviens bien. Oui, exactement. Est-ce que l'entraînement se passe juste, pas juste, c'est déjà extraordinaire que ça se fasse, mais est-ce que c'est que le basketball ou il y a d'autres types de sports là, qui sont possibles? Ça. Depuis 2016, on a commencé à développer donc avec les sports d'équipe qui sont à l'année. Donc, on est avec le basket, mais aussi le soccer, le volleyball. On est maintenant dans une concentration hockey depuis 4 ans. Puis là, avec notre nouvelle école partenaire, on va rentrer au football. Le football, normalement, c'est pas un sport à l'année, mais eux, c'est une concentration donc qui permet d'avoir du football à l'année. Donc, notre levier est quand même là parce qu'on a besoin du levier du sport pour être en mesure de développer un petit peu la motivation intrinsèque à travers tout ça. Ah, c'est pas bête parce que si le sport dure juste 2 mois, vous n'avez plus grand-chose pour garder les jeunes motivés puis dire fais tes devoirs si tu vas aller faire ton sport. Oui, c'est ça, la monnaie d'échange est moins là. Oui, non, c'est ça. Je comprends totalement. Votre organisme va bien, votre organisme est en croissance. On rajoute une école dans Chaudière-Appalaches. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite là, avec votre organisme Diplôme avant la médaille? Oui, je dirais, nous, ce qu'on travaille fort, c'est d'avoir du financement récurrent. On a des belles entreprises qui nous subventionnent. On aimerait ça avoir une entreprise, à un moment donné, entreprise majeure, si je peux dire, là, qui devienne vraiment, on devient un peu l'organisme chouchou. Donc ça, c'est dans mes beaux rêves d'horizon. Sinon, on veut poursuivre notre développement. Donc là, on se développait aux 2 ans dans une nouvelle école. Maintenant, on veut le faire à chaque année. Pour répondre à la demande. Puis, c'est sûr qu'on a des visées sur d'autres régions. Là, on essaie de se développer dans une autre région assez proche quand même de Québec qui nous permet de voir comment ça se passe. Mais on a des demandes là, de Gatineau, de Montréal, de Laval. Donc, c'est sûr qu'on essaie de voir comment qu'on peut rendre ça un peu plus provincial à moyen et long terme. Puis, ce qu'on veut par-dessus tout, c'est continuer d'avoir un impact sur les jeunes. Donc, au final, on veut se développer, mais bien le faire aussi pour pouvoir faire vraiment une différence, puis développer justement, oui, à la base, c'est peut-être la motivation un peu extrinsèque avec le levier du sport, mais à force d'avoir des rencontres avec le jeune, d'avoir des gens autour de lui qui communiquent entre eux, ça fait un système qui crée, qui vient développer une motivation intrinsèque avec le jeune, puis c'est ça qu'on veut, parce que les jeunes, par la suite, ils se rendent au cégep, à l'université, puis ils reviennent nous voir. Des fois, ils reviennent comme tuteurs bénévoles dans une matière qui avait de la facilité. Des fois, ils reviennent comme entraîneurs, mais surtout, ils viennent nous dire, au cégep, ça a été facile, parce que quand j'avais besoin d'aide, j'allais demander de l'aide. J'étais plus gênée d'aller demander de l'aide à l'enseignant. Donc ça, je pense que c'est vraiment un acquis pour plus tard, même au-delà des études. Bien, vraiment, vous avez comme généré un réflexe de pas juste rester prêt avec son problème, mais de se donner les moyens là, aussi d'aller chercher des réponses. Puis ça, je pense que c'est utile, oui, pour le parcours scolaire, mais aussi pour beaucoup de choses dans la vie. On l'a dit tantôt, vous avez fondé l'organisme, vous êtes DG depuis 2016. Vous avez encore la passion, clairement, à vous entendre, hein? Oui. J'aime bien ça. Mon rôle a bien évolué depuis. Je suis beaucoup moins sur le terrain. Je suis plus en gestion. Je suis plus en démarchage de partenariat. Mais j'oublie jamais les jeunes qu'on accompagne. J'ai été entraîneur quand même bien longtemps. Fait que j'étais toujours en arrière de ma tête quand je fais tout mouvement dans l'organisme. Ouais. Ah ben c'est extraordinaire ce que vous faites, ce que vous accomplissez, vous, votre équipe, vos bénévoles, tous les gens qui gravitent autour de vous. Alors, bravo. Vous Merci, c'est gentil. Un très, très beau travail dans la région. Alors, Béatrice Turcotte-Ouellette,
directrice générale, fondatrice, de Diplôme avant la médaille, dame qu'on a pu entendre parfois. C'était un très, très grand plaisir d'en apprendre davantage sur l'organisme. Comme je disais en entrée de jeu, on va donner les coordonnées des gens là, s'ils veulent en savoir davantage. Le site est tout simple, là, c'est diplômeavantlamédaille.org. Vous vous trompez pas, sinon vous faites juste googler là, Diplôme avant la médaille, vous allez trouver très facilement. Les gens peuvent également vous appeler là, au 418-431-0115. Et comme je disais, la page Facebook est une très, très belle porte d'entrée pour les gens qui veulent juste... les gens qu'on aura piqué leur curiosité, peut-être, je vais vous dire aujourd'hui, qui voudront en savoir plus, qui voudront vous aider, vous soutenir. Alors, je les invite certainement à faire tout ça. Et je vous souhaite, évidemment, bon succès pour la suite, sachant que la suite, elle est belle et grande devant vous. Oui, merci beaucoup pour l'entrevue, c'est très plaisant. Grand plaisir. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci évidemment à nos précieuses invités, à Mathieu Tessier à la mise en onde, à Catherine Bourderon à la recherche. Vous qui êtes à l'écoute, que vous êtes arrêtés sur notre émission, merci d'avoir pris le temps de découvrir ces personnes et ces organismes qui font toute la différence dans nos communautés. Je vous invite à vous rendre sur canalm.vuesetvoix.com ou sur les plateformes de balado pour découvrir ou redécouvrir d'autres héros anonymes. Quoi qu'il en soit, bien évidemment, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir 2 autres héros anonymes. Bonne semaine!